Non, mais on va parler ensuite, si vous le voulez bien, justement, je crois que vous vouliez en parler de tout ce qui va tourner autour de la vaccination, ouais, des choses comme ça. Moi, j'ai déjà une question de Sylvie qui dit comment faire la formation pour effectuer les tests antigéniques. C'est une cadre infirmière à la retraite depuis mars 2020. Donc, on voit les gens qui seraient susceptibles de faire. Est-ce qu'il existe une formation particulière? Je ne sais pas qui peut répondre à ça. Sinon, j'aurais très envie de passer la parole à Julien Lacroix, SYNLAB, qui voulait nous donner un peu, d'un point de vue de responsable d'un laboratoire, à la fois ce qui se passe aujourd'hui, mais les perspectives et par rapport à la vaccination, quelles sont les craintes, les difficultés, en tout cas les points qu'il faut résoudre. Donc, si quelqu'un peut répondre à Sylvie sur la façon de faire des formations sur les tests antigéniques, on est preneur, prenez la parole, dites-le nous. Et sinon, je passe la parole à Julien Lacroix pour qu'il nous parle un petit peu de la vaccination et de la situation des laboratoires. Bon, bien, bonjour tout le monde. Julien Lacroix, vous avez la parole si vous… Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Pas très fort. Hein. Plus fort si vous pouvez. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ah, voilà. Donc, Julien Lacroix, le directeur du laboratoire SYNLAB de Doche. Vous avez le son, là, vous m'entendez bien? Parfait. Bon. Alors, pour répondre à la dame concernant la formation pour les tests antigéniques, en fait, la difficulté pour les tests antigéniques, ce n'est pas tellement la partie technique de réalisation du test, mais c'est le prélèvement nasopharyngé qui est en amont de ce test-là. Soit une PCR ou un test antigénique, il faut toujours faire un prélèvement nasopharyngé sur la personne à dépister. Donc, la formation à ce test, à ce prélèvement nasopharyngé, effectivement, nous, notre laboratoire, depuis le début de la crise, on a formé du personnel soignant, alors personnel soignant libéral ou alors du personnel soignant des IDE de lycée. On a formé tout ce personnel-là à faire les prélèvements nasopharyngés. Après, la pratique du test antigénique, comme vous le savez, ce n'est pas un test qui est disponible en laboratoire, mais c'est un test qui est mis à disposition des autres professionnels de santé. Là, suivant le fournisseur du test antigénique, la procédure à suivre peut varier. Mais encore une fois, la difficulté reste dans le prélèvement nasopharyngé à effectuer. D'accord, merci de ces précisions. Et donc, au-delà, sur la question à venir, qui est la prochaine étape, qui sera celle de la vaccination. Alors, concernant la vaccination, nous autres laboratoires, on s'attend effectivement à une demande accrue de sérologie. C'est-à-dire, suite à la vaccination, les médecins ou même les patients directement vont vouloir voir si la vaccination dont ils ont fait l'objet a été efficiente ou pas. C'est-à-dire, est-ce que le corps a produit des anticorps ou pas. Donc là, effectivement, le test qui est de la sérologie anti-coronavirus SARS-CoV-2, qui jusqu'à maintenant était en retrait par rapport aux tests de diagnostic direct comme la PCR, on s'attend effectivement à avoir un rebond d'intérêt pour cette sérologie qui se fait sur une simple prise de sang dans n'importe quel laboratoire d'analyse médicale au jour d'aujourd'hui. Hein. Merci. On enchaîne. J'ai une question de Fabienne sur le Facebook Live qui nous dit: allez-vous faire une campagne de vaccination? Alors, je ne sais pas ce que c'est une campagne de vaccination, mais j'imagine. Moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est que l'État, région, département allait faire là encore un travail en commun, et notamment pour les départements, l'idée ce serait de pouvoir au fond répertorier les populations
prioritaires qui devraient faire l'objet d'une vaccination. Les régions s'occupant de faire des investissements, notamment avec des congélateurs, parce qu'il y a des systèmes logistiques qui sont très compliqués à faire, et bien sûr l'État faisant son rôle de santé publique en quelque sorte. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on se demande. Ça me permet de dire quoi? Que nous avons, comme vous le savez, lancé une de campagne itinérante de tests avec des bus qui passent un peu dans les villages du Gers pour tester les gens avec ce test PCR que nous faisons, et je les remercie encore aux infirmières qui, de manière bénévole, viennent passer des demi-journées dans des petits villages pour faire des tests avec des résultats assez probants. On doit en mettre à peu près à 300 ou 400 tests depuis que nous avons commencé la semaine dernière. Bien évidemment, pour nous, ça nous donne le sentiment qu'on peut faire une forme de répétition, en quelque sorte, sur ce que on pourrait nous demander sur la vaccination. Mais là, rien n'est sûr. Donc, quelle campagne de vaccination? Je ne sais plus si M. Blais est encore là. Non, je crois qu'il nous a quittés. Monsieur le Président? Oui. Monsieur le Président, c'est Yannick Bompard. Oui. Oui. Quelques éléments. On a été effectivement sollicité par les services de l'État et notamment par l'ARS, notamment au titre de notre compétences en matière de vaccination, puisque nous avons le SPSV, le service prévention santé et vaccination, au sein de la direction de l'insertion, qui intervient et qui est répertorié. Et donc, ce qui va se profiler effectivement là aujourd'hui, on est dans une phase où les centres hospitaliers et ces centres de vaccination sont mobilisés pour faire aujourd'hui un peu la photographie des personnels qui sont en capacité de vacciner. Et ensuite, comme vous l'avez dit, effectivement, les départements vont être sollicités pour identifier les populations prioritaires, puisque je le rappelle, dans une première phase, janvier-février, ce sont surtout les personnes, notamment en EHPAD, qui seront vaccinées dans un premier, on va dire, dans un premier flux. Donc, les choses se mettent en place et selon les configurations territoriales et les compétences des départements, nous aurons notre rôle à jouer. Voilà, pour dire que le département du Gers a déjà été bien identifié par les autorités de santé. Merci Yannick. Je repasserai la parole parce que je crois que vous vouliez parler justement des vaccinations, mais le docteur Clouzot voulait ajouter quelque chose sur ce thème de campagne de vaccination ou de façon dont nous allons organiser la vaccination en Gers en début d'année et jusqu'au printemps. Oui, tout à fait. Merci de me donner la parole, M. le Président. Donc, je suis aussi pédiatre et donc la vaccination, c'est notre quotidien. Le vaccin, c'est une arme qui est très, très efficace. Mais actuellement, on entend tout et son contraire, et je pense que c'est important qu'on prenne quelques instants pour clarifier l'importance du débat. Les vaccins sont des armes qui sont très, très efficaces, mais dans une circonstance habituelle, on a le temps d'évaluer cette efficacité et de déterminer les avantages et les risques. Et là, on est un petit peu dans la précipitation, et on a du mal à prendre le temps de pouvoir vérifier si le bénéfice sera supérieur au risque de la maladie. Et en plus, il y a une concurrence économique mondiale qui fait que les gens se dépêchent de balancer des vaccins où l'évaluation en est encore à son niveau. Mais de toute façon, on est à l'étape où maintenant il y a quand même suffisamment de vaccins qui commencent à être suffisamment sûrs pour passer en population générale. Alors après, les vaccins, ils doivent répondre à des questions et la seule façon, c'est de tester. De tester, c'est de vacciner. Et au bout de l'étape suivante, c'est au bout de 1000, 2000, 3000 doses, 1 mois, 6 mois, 2 ans, on voit apparaître des effets secondaires. Et donc, les premiers vaccinés, effectivement, entre guillemets, sont cobayes. Mais il faut bien que des personnes qui testent des nouveaux médicaments, qui testent des nouveaux. Et là, on passe à l'étape, effectivement, on va tous participer dans un premier temps à tester ces nouveaux vaccins. Et ce qui est très important, c'est que le respect de la méthode soit bien fait et que, comme il y a des telles importances économiques derrière, voire nationalistes, qui font qu'on a des craintes que dans certains pays, on vaccine et puis on oublie de regarder les effets secondaires pour pas faire. On va espérer que les vaccins qu'on va utiliser nous, en Europe seront des vaccins où il y aura le respect de cette méthode. Et docteur Clouzot, on a quand même en Europe, et
notamment en France, des filets de sécurité qui sont par exemple que l'autorité de santé européenne donnera des feux verts à certains des vaccins qui sont faits. Et on peut donc estimer ou espérer que ces agences verront bien sûr l'analyse du vaccin, mais par des modélisations, j'imagine, les éventuels effets secondaires. Donc je crois qu'effectivement, il y a une forme d'inquiétude par la rapidité avec laquelle ces vaccins ont été réalisés, mais peut-être aussi que les investissements qui ont été faits sont sans commune mesure avec ce qui se fait habituellement. Et puis, il y a quand même une série de filtres d'agences de santé qui vont quand même dire des choses. Alors, là-dessus, moi, j'ai une certitude que j'espère que les vaccins qui seront utilisés en Europe le seront avec ce respect. Mais on ne pourra pas répondre quand même à certaines questions. Bien sûr. Parce que les vaccins ne sont pas testés. Les premiers tests qui ont été faits n'ont pas été faits sur les groupes, on va dire, les plus à risque. On ne teste jamais des vaccins sur des personnes âgées ou sur des femmes enceintes. Quand on va passer en population générale, et puis là, on va aller vacciner des groupes à risque, on va dire maintenant, il faut vacciner des personnes âgées. Elles n'ont pas été très, très importantes dans les premiers essais, parce qu'on n'utilise jamais une personne fragile avec des facteurs de risque pour tester un nouveau vaccin. Et c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes sur des vaccins dans tout à fait d'autres maladies qui sont apparus, c'est que quand on est passé sur les groupes à risque, on voit apparaître des effets de contexte. Donc là, les groupes à risque sont très, très intelligemment choisis, puisque effectivement, les personnes qui meurent le plus actuellement, ce sont les personnes âgées. Et donc, il faut, dans un premier temps, consacrer notre énergie à vacciner ces groupes à risque et les personnes qui sont autour, personnes plus épargnées. Alors, on a une expérience à grande échelle, qui est le vaccin pour la grippe, qui est aussi utilisé sur ces groupes-là. Et avec donc des méthodologies qui ont été mises en place, et puis un constat. Le constat, c'est que le vaccin pour la grippe n'est pas obligatoire. Et donc, il faut aussi le consentement de la personne qui se veut vacciner, ou alors on peut décider, et ça on l'a fait pour la pédiatrie, parce que maintenant, un certain nombre de vaccins sont obligatoires pour les 2 premières années de la vie. Mais ce sont des vaccins pour lesquels on a beaucoup de recul, et donc le gouvernement n'a pas pris trop de risques en le rendant obligatoire. Sur les vaccins pour la grippe, on n'a pas encore passé à l'étape d'obligation. Pour le vaccin pour la Covid, je pense qu'il n'y aura pas d'obligation vaccinale. Alors, là, ce qui est très très important, c'est qu'effectivement, on a constaté que pour ces vaccins qui ne sont pas obligatoires, par exemple la grippe, plus les personnes sont diplômées, plus elles acceptent ce vaccin. Et ça, c'est assez incroyable. Lors de 3 fois plus dans les personnes, on va dire médecins, que dans les personnes agents hospitaliers. Alors que le vaccin est proposé à tout le monde. Comme s'il y avait une confiance qui était plus importante quand on est qualifié que quand on ne l'est pas. Donc là, ce qui est très important, c'est que les personnes disent on va avoir besoin d'être vaccinés, c'est important pour les personnes à risque. Docteur Clouzot, j'ai des questions, je m'en doutais, de la part de Gérard Arbeillé et Michel Fauchier. Donc, Gérard Arbeillé. Oui, docteur. Vous êtes bien, vous ne toussez pas, non, vous n'avez pas perdu le goût, l'odorat. Ah, oui. Attendez, Céline et Francis, attendez une seconde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, Gérard Arbeillé et Michel Fauchier, d'abord. Oui. Docteur, vous venez de nous parler des vaccins. D'après ce qu'on entend, on pousse les gens à se faire vacciner, mais vous avez déjà commencé votre intervention en disant qu'on allait être des cobayes. Je ne pense pas que ça soit le meilleur moyen d'inciter les gens à aller se faire vacciner. Voilà. Alors voilà, on continue avec Michel Fauchier, puis le docteur Clouzot qui a un grand avantage à mes yeux, c'est qu'il dit les choses avec les mots qu'il faut, quitte à ce qu'ensuite on puisse en discuter. Alors, Michel Fauchier, pardon. Oui, je vous fais ces 2 remarques. Bon, la première, on parle de janvier-février. Je me pose la question de ce plan de vaccination, comment on envisage de vacciner les personnes qui sont en maison de retraite et en EHPAD sans vacciner les personnels. C'est une question que je pose, sachant que c'est un ensemble de vie qu'on peut penser qu'il faut le protéger. La deuxième question que nous avions abordée en amont de cette réunion est sur le consentement des personnes dépendantes. Comment va-t-il sur l'ensemble du territoire du département s'organiser de manière juste et équitable? Le consentement, il sera de toute façon requis. Il ne peut pas y avoir une intervention de ce type sans le consentement du patient, mais là on a des médecins qui répondraient mieux que moi sur ce sujet. Et sur les soignants, en fait, moi j'attends quand même, puisqu'on a des directives
jour après jour, semaine après semaine, qui affine les dispositifs. J'étais étonné, comme vous, du fait que les soignants n'étaient pas forcément priorisés dans les annonces qui ont pu être faites jusqu'à présent. Je doute que cette directive-là soit maintenue. J'ai plutôt l'impression, en général, ce que l'on a fait, notamment pour les tests, c'est que la politique de santé, c'était de tester les soignants et les résidents. Là, il s'agit d'une priorisation par rapport à un nombre de doses qui va être disponible au fur et à mesure. Les volumes vont être de plus en plus importants. Donc, en termes de priorisation, c'était effectivement les résidents qui étaient priorisés. Je doute qu'en janvier, on sera toujours sur cette doctrine. Mais bon, ça n'engage que moi. Et bien, on peut comprendre votre interrogation. Merci Yannick. Je vais repasser la parole, mais on fait juste un petit clin d'œil au bus test qui est actuellement à la résidence autonomie de Miélan. Céline Salle, Francis Dupueil. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors effectivement, on est en direct de Miélan. On se prend pour des grands reporters là, sur l'affaire. Voilà, donc le test Covid. Oui, continue. Ouais. Oui, voilà. Donc le bus a pris une escale à Mirande, donc à la résidence de Lézian, où il y a eu 33 tests qui ont été opérés. Donc les résidents et le personnel soignant de la résidence. Nous sommes donc à Miélan, à la résidence de Lézian, là où nous avons pardon, pas Lézian, la résidence autonomie, le foyer logement de Miélan, où il y a donc 11 tests prévus qui défilent là depuis une 3 quarts d'heure. Alors peut-être pour dire que conformément à ce qu'avait convenu et demandé le comité d'analyse, il est donc prévu la remise d'une fiche qui explique à la fois ce qui se passe, quel est le protocole à mettre en place et quelle est l'attitude à avoir lorsque le test est positif, et ensuite, si le test est négatif, le rappel des gestes barrières et en tout cas le rappel des prescriptions réglementaires à appliquer. Et c'est encore plus vrai à cette période où on approche des rassemblements familiaux pour les fêtes de fin d'année. Redire exactement aussi que ce test, il ne vaut que pour le moment où il est fait, et bien sûr, d'où l'intérêt de respecter encore plus tous ces gestes barrières qui sont préconisés. Voilà. Merci Céline. Est-ce que Francis Dupuis s'est fait tester? Je vais vous mettre dans la narine. Est-ce que Francis s'est fait tester? Il s'est fait tester à mon tour. Est-ce qu'il s'est fait tester ou est-ce qu'il va se faire tester? Bien sûr, je me suis fait tester 2 fois. Ah bon? Il paraît qu'on a trouvé de l'EPO, il paraît. Bon, merci beaucoup Céline, merci Francis, à tout à l'heure. On revient sur les vaccins. Je crois que Sandra Listouzy voulait dire un mot sur le sujet. Oui, alors moi je suis citoyenne et infirmière dans un établissement de santé à la clinique juste à côté. Alors on est sensibilisés à nous vacciner contre la grippe saisonnière, ça c'est une réalité. Nous, en tant que soignants, on en discute beaucoup parce que c'est le sujet d'actualité. On est sceptiques, inquiets, et à vrai dire, lorsque les patients nous interrogent de est-ce que vous allez vous faire vacciner, il est difficile de dire oui, il est difficile de dire non parce qu'on a une population âgée, polypathologique et très vulnérable. Donc, les patients s'appuient sur les soignants. Les soignants sont pas parole d'évangile parce que je n'ai pas cette prétention-là, mais se reposent surtout sur ce qu'on va leur dire. On a une pédagogie, on a une approche. Ils sont en quête de réponses. Ils ont beaucoup d'inquiétudes. Certes, sur le plan économique, on en parlait, vous en avez parlé, mais sur le point de vue de leur santé. Donc, même nous, en tant que soignants, on freine quand il y a une décision de se faire vacciner et quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de demander à un soignant si il va dire oui ou non à une vaccination. Donc je pense que oui, en effet, il y a une pédagogie à avoir, il va falloir beaucoup
Oui, allez-y. Non, très bien. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, il va falloir amener beaucoup d'éléments pour appuyer cette vaccination et une campagne importante. Je pense que c'est une très bonne chose. Je vais passer la parole à Jean Léganov. C'est une très bonne chose que vous puissiez vous exprimer auprès d'un parlementaire, parce que ces débats, ils ont lieu, notamment au Parlement. Et bien évidemment, le rendu de terrain est toujours pour un parlementaire quelque chose de précieux. Donc, monsieur le député. Je vous remercie. Peut-être pour répondre sur il y a 3 vagues sur la politique globale, vous avez probablement lu, mais le personnel soignant est intégré, hein, évidemment. Il y a une première vague, priorité aux plus fragiles. Donc, c'est 1 million de personnes qui seront vaccinées en janvier. Ce sont à la fois les personnes âgées en EHPAD et les professionnels en établissement accueillant des personnes âgées et présentant un risque accru de forme grave ou de décès. À partir de février, c'est la deuxième vague, deuxième phase. On élargit progressivement le spectre des personnes pouvant se faire vacciner. Ce sont les plus de 75 ans, puis les personnes âgées de 65 à 75, 74, et enfin les professionnels de santé et de médico-social âgés de plus de 50 ans ou représentant 50 ans plus ou représentant des comorbidités. Puis après, il y a une troisième phase de généralisation au grand public qui arrivera au printemps. Alors, Madame, je crois que vous avez très bien résumé le dilemme que nous avons actuellement. Et moi, j'y connais rien. Donc, c'est vous que je vais écouter, c'est le docteur que je vais écouter. Moi, j'y connais rien. Mais je vais quand même vous dire 2-3 choses, parce que là, c'est le code politique qui parle, mais on est dans une situation assez paradoxale. Il faut d'abord dire des choses assez fondamentales. C'est que le vaccin sauve des dizaines de millions de vies tous les ans. Il sauve des dizaines de millions de vies tous les ans. Ça sert à ça, quoi. Et on est le pays de Pasteur. Et donc, le vaccin, heureusement qu'il est là, heureusement qu'on l'a inventé. Bon, je vais même rappeler un certain chose, pour qu'on ne plonge pas quand même dans l'inconnu, si vous voulez. C'est pas un plongeon du plongeoir 10 mètres à la piscine d'Oche. On sait ce que c'est que du vaccin, on a quand même des reculs par rapport. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau en ce moment. Surtout que, donc, si vous voulez, on ne plonge pas dans l'inconnu. Deuxièmement, c'est vrai que c'est une forme de coronavirus qui est nouvelle, mais il faut aussi dire de manière importante, de manière claire, qu'aucun compromis n'a été fait pour l'élaboration de ce vaccin et pour la mise sur le marché de ce vaccin. L'autorité européenne de santé qui va donner son feu vert, ou pas d'ailleurs, d'ici quelques jours, elle s'appuie sur des dizaines de milliers d'études, de pages, de cas. Je ne sais pas, on a l'impression que les mecs, c'est les industriels frappés à la porte et qu'on leur dit, mais bien sûr, on a besoin, ça tombe bien. Combien... Non, c'est que tous les standards, et je veux dire que c'est une industrie qui est particulièrement surveillée, avec à chaque fois tous les bénéfices. Donc, tous les standards de qualité sont là, de contrôle, de vérification. Donc, il n'y a pas, on est pressé, il faut faire vite. On a fait vite parce qu'il y a des moyens considérables, des enjeux considérables, et le monde entier s'est mis à chercher. Et c'est peut-être, on en parlera une autre fois, si je veux être un peu provocateur, et c'est peut-être un des bénéfices de la mondialisation, pour le coup, ce vaccin, d'avoir mis en cluster tous les chercheurs au monde pour aller plus vite. Je ferme la parenthèse. Puis troisièmement, il va falloir aussi se poser, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, soit on veut confinement, déconfinement, drames sociaux, entreprises qui se cassent la gueule, qui ferment, etc. Et écoutez, on ne se vaccine pas. Soit on considère que le vaccin, c'est la seule sortie massive d'immunité collective, et il faut se vacciner. Il faut savoir ce qu'on veut. D'accord? Donc, si ça plaît à tout le monde de faire confinement, déconfinement, comme ça, etc. Donc, moi, évidemment, je crois au vaccin, je crois en la science, et je fais confiance aux médecins, et je fais confiance aux autorités qui contrôlent ça. Maintenant, vous avez parfaitement raison dans ce que vous avez dit. Donc, ce que vous dites n'est pas contradictoire. C'est-à-dire qu'on est là aussi sur un pays qui, avant la crise, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Moi, je peux vous dire, c'est de quoi je parle, il y a des élus, ça de quoi je parle. Je me fais régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, engueuler sur les réseaux sociaux, etc. Il y a un sujet sur lequel je me fais en permanence engueuler, c'est par les gens qui sont contre le vaccin. Donc, on parle des lobbies. Je vais vous dire que le lobby anti-vaccin, il est absolument structuré. C'est absolument impressionnant. Je ne peux pas faire une réunion publique sans qu'il y ait un mec qui se lève en disant c'est scandaleux, les vaccins, on nous cache le truc, la G5, la 5G. Bon, oui, donc on est sur un terrain, on arrive sur un terrain qui est glissant.
On arrive à 200 km/h sur un terrain qui est glissant. Donc effectivement, avant la crise, on avait déjà une méfiance vis-à-vis de la crise. Donc, vous l'avez dit, eh bien, il faut discuter, il faut rassurer, il faut prouver, il faut gagner en transparence, c'est tout un travail qui doit être fait par les scientifiques, par l'ARS, par nous tous, pour rassurer. Et après, chacun prendra ses responsabilités individuelles par rapport à ça. Oui, Laura Guérin. Moi, je rejoins, je pense que les soignants vont être vont rassurer leurs patients en disant oui, allez-y ou pas. Mais ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est que je pense que les citoyens, les Français, demandent à nos élus, du gouvernement, de se faire vacciner eux-mêmes, d'être exemples en fait. Et s'ils le font, peut-être que, moi je ne suis pas anti-vaccin, il n'y a pas de problème, mais peut-être que s'ils peuvent montrer l'exemple, parce que si moi je dis à mes enfants, faites pas ça, on va montrer l'exemple, et peut-être que si nos élus montrent l'exemple, les Français. Je suis volontaire. Je prends l'idée. Il y avait une blague sur Internet qui tournait il y a une quinzaine de jours. C'était moi, je me vaccine que si tous les députés de la République en France vaccinent. Je vous promets que je ne vaccinerai. Et nous ne serons représentés pas. Ça s'est bien passé. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts sur ça, sur ces questions-là de vaccination? Docteur, vous voulez rajouter un mot? Oui, je veux juste rajouter un mot. Donc, c'est terminé. Oui, j'ai employé mon cobaye, mais c'est volontaire parce que faut avoir conscience qu'il faut accepter que malgré le respect, ça serait faux de dire que la méthodologie permet de dire à 2 ans, à 3 ans ou à 5 ans ce qui va se faire. Donc, on doit se faire vacciner en respectant strictement les indications. Et j'espère que ça se passera bien. La vaccination obligatoire qui est passée pour les vaccins pour les enfants, c'est un énorme problème pour nous. Et moi, j'en suis super content. J'ai travaillé dans des pays où il n'y avait pas de vaccin. Vous avez oublié que c'était que les pays où il n'y avait pas les vaccins. Les épidémies de polio qui ont été jusque dans les années 60. C'était terrible, la diphtérie. Et puis, moi, j'ai vu des centaines d'enfants mourir de maladies qui n'existent plus ici. Et ça existe à 5000 km, là où les vaccins ne sont pas accessibles. Donc c'est pour ça que je suis sur les nouveaux vaccins. Le consentement, ça sera une réflexion nationale, de savoir qui va porter le consentement des personnes qui ne peuvent pas le donner, parce que dans les EHPAD, c'est le problème. Est-ce que ça va être le ticheur? Est-ce que ça va être En tout cas, les médecins ne vont pas demander à voter le prénom de la famille vote si la personne ne peut pas venir. Il va falloir trouver des conseils, mais ça sera acté. Je voulais juste poursuivre un tout petit peu c'était sur l'organisation. Comment ça va s'organiser? Ça va dépendre du type de vaccin. Parce qu'en fait, pour vacciner dans les EHPAD, c'est assez simple, les personnes sont rassemblées. Mais il y a des types de vaccins qui vont nécessiter peut-être des chaînes de froid complexes organisées. Et puis après, la présentation. Si vous avez des ampoules qui font 50 doses ou même 10 doses, c'est très compliqué à faire parce qu'il faut, pour ne pas gaspiller, que les personnes soient réunies. Quand on est en présentation individuelle, comme c'est le cas pour le vaccin pour la grippe, ça c'est très facile parce que tous les professionnels, pharmaciens, etc., peuvent facilement utiliser une dose. Donc c'est pour ça qu'on va y voir un petit peu plus clair dans l'organisation, mais ça sera à ce moment-là, on sera déjà au printemps où il y aura beaucoup plus clair. Et je pense qu'il y aura une réflexion à faire pour aller toucher les groupes un petit peu éloignés des structures. À mon avis, quand ce sera janvier, février qu'on se posera cette question-là, c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui puisqu'on ne connaît pas les dispositions. Mais la politique qui est prévue par le ministère de la Santé sur les groupes, etc., elle est parfaitement adaptée à ce genre de... Le département va s'acheter des frigidaires. Normalement, c'est la région qui veut faire ça. C'est la région. Oui, les congélos des sociétés de chasse vont être réquisitionnés, probablement. Je pense qu'on a tous gardé en mémoire le dispositif qui était prévu pour la grippe H1N1. Je pense qu'on va passer à un autre modèle parce que le drive va donner quand même pas mal d'effets avec des structures mobiles beaucoup plus légères et beaucoup plus adaptées que ces années. Je pense que le ministère de la Santé, qui est très très réactif et très adapté de tout là-dessus, va nous faire des propositions. Il va falloir décliner département par département les choses. On n'a pas la même réponse. Là, on a un truc. On a un département qui est vraiment sans grand centre urbain, donc il va falloir être plus inventif, sensible, adapté que. C'est là où ce qu'on est en train de faire, répéter ce que fait la région avec la Croix-Rouge aussi. Aujourd'hui, la région avec son système Proxitest
à Nogaro avec la Croix-Rouge. Nous serons cet après-midi à Berdouze, donc on va continuer de faire ça. Peut-être un petit point avec le colonel Ferrès, on n'est jamais complètement rassuré dans ce CDAV tant que le colonel nous a pas dit ce qu'il pensait de la situation. Est-ce que les pompiers vont pouvoir reprendre les tournées de calendrier, eux qui n'ont pas pu faire leur Sainte-Barbe? Monsieur le ministre, bonjour à tous. Alors, oui, quelques annonces positives, même si les différents indicateurs évoluent plutôt défavorablement, mais tout porte à croire que nous pourrons reprendre les tournées de calendrier dans la limite, bien sûr, du couvre-feu à partir du 15 décembre. En tout cas, c'est ce que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France envisage d'ores et déjà, et c'est ce qui est programmé avec notre président de l'Union départementale. Pour ce qui relève plus précisément des signaux qui sont les nôtres, hein, donc effectivement, le sujet, on va dire, d'un plateau dans un premier temps et d'une remontée d'un certain nombre d'indicateurs est observable au niveau du SDIS. Ensuite, en situation interne à notre établissement, moi je trouve que nous avons beaucoup moins de cas positifs que ce que nous avions il y a quelques semaines, beaucoup moins de cas contacts aussi. Donc il faut toujours analyser l'évolution de ces indicateurs de manière systémique, avec notamment le sujet des clusters, le sujet des sites spécifiques dans lesquels le virus circule de manière encore assez active et pondérer tout cela. Mais en ce qui concerne les moyens en effectifs, en matériel et les moyens logistiques du SDIS, ils sont mobilisables à 100% et on continue à soutenir l'interservice en parallèle de nos missions habituelles. Voilà, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, mon colonel, pour ces informations et merci aussi à vos hommes et femmes d'être comme elles le sont et ils le sont présents sur le terrain. Est-ce qu'il y a d'autres, avant que on ne termine comme prévu ce CDAV, est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions qui voudraient être posées? Je rappelle donc, je redonne pour l'ensemble de ceux qui nous écoutent le numéro vert Covid du département qui est 0872 32 32. Je redis que cet après-midi, il y aura un bus test à Berdouze de 13h30 à 15h et à Miramont d'Astarac de 15h30 à 17h. Je redis et je félicite la Banque alimentaire pour la merveilleuse collecte qui a pu être réalisée le week-end dernier et qui témoigne que même en temps de crise, la solidarité des Gersois et des Gersois n'est pas un vain mot, donc une très bonne chose. Et je donne la parole à Michel Fauchier, semble-t-il, qui voulait reposer une question. Michel Fauchier, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je voulais souligner aujourd'hui que je suis heureux de commémorer la loi 1905 avec vous dans cette assemblée, parce que cette loi a fondé le pacte républicain. Et pour avoir servi dans la réserve citoyenne pendant quelques années, aucun apprentissage est nécessaire à la démocratie. Une instance qui s'ouvre à l'expression, à la participation est la bienvenue. Et celle-ci, notamment puisque nous prenons soin de nos concitoyens en cette période singulière. Nous sommes donc guidés par ce pacte fondateur, nous défendons les principes et les valeurs, nous donnons corps à la vision universelle de la société. C'est ce qui nous unit est plus fort ce qui nous oppose, je crois, et c'est ce qui fait République. Merci de m'avoir écouté. Monsieur Michel Fauchier, c'est notre bien commun, la laïcité, effectivement. Nous sommes dans une semaine de la laïcité. Monsieur le recteur, monsieur l'inspecteur d'académie ont présenté le pôle civique hier. Je crois que c'est quelque chose auquel dans Gers on est extrêmement attaché. On est bien sûr toujours attaché à toutes les bonnes réformes qui sont faites parfois. On parlait tout à l'heure, j'évoquais tout à l'heure la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing. Je ne dis pas que c'est un de ses ministres, René Haby, qui avait fait la réforme Haby du collège unique, qui a donné aussi une importance particulière à notre école. Donc pourquoi pas de citer René Haby. Je crois que le Julien Lacroix voulait redire un mot. Est-ce qu'il est encore en ligne là? Docteur Lacroix.
Julien Lacroix. On m'a dit que vous vouliez intervenir. C'est oui ou il veut? Oui. On ne l'a pas. Je pense qu'il débranche son casque. Ah, d'accord. Allez-y. Monsieur Lacroix, essayez sans le casque, peut-être. Voilà. Allez-y. On l'a perdu. Il a le micro coupé. Il faut lui dire qu'il a le micro coupé. Vous avez le micro coupé, monsieur Lacroix, la semaine prochaine. On reviendra dans le groupe pour le moment. Ça marche. Non, pas vite. C'est bon. Ah, Julien Lacroix? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais, j'ai dû changer de moyen de communication. Non, je voulais juste revenir sur un point, comme je vous disais au début, qui nous inquiète, nous, en tant que biologistes. C'est après tous ces efforts qui ont été demandés au laboratoire en termes de volume de tests de PCR à effectuer, de cadence, de formation, parce que comme on l'a redit, on a formé beaucoup de personnel soignant. Et à la veille de ces fêtes où on attend sans doute une recrudescence encore de tests à effectuer, pas plus tard que la semaine dernière, il y a quelques jours, on a été informé comme quoi le gouvernement souhaitait baisser le prix de la PCR en fonction du délai de rendu du résultat. Sachant qu'il y a de gros efforts qui ont été faits par tous les laboratoires pour rendre à l'heure actuelle les résultats dans des délais qui sont relativement courts, c'est-à-dire on est à 24 heures, et que ce projet prévoit en fait déjà de nous baisser le prix de ces tests dès qu'on dépasse les 12 heures de délai entre le prélèvement et le rendu du résultat, la remontée sur le CIDEP, la plateforme nationale. En sachant que ce délai de 12 heures on met tout en œuvre pour les tenir, mais que ça sera difficile de tenir dans tous les cas, notamment sur ces campagnes de dépistage qui s'effectuent par des bus itinérants et dont on récupère les prélèvements qu'en fin de journée. Donc, vous comprendrez bien que les laboratoires, eux, ne vont pas travailler à perte. Hein. Donc, je voulais interpeller notamment monsieur le député Cazeneuve, puisqu'il est là, sur ça. Est-ce qu'il peut nous en dire que cette baisse de tarification devrait survenir dès demain, en fait, hein. Je prends le point, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de cette modification des conditions, je ne sais pas. En fait, c'est un arrêté qui va dans le sens d'une efficacité temporelle plus forte, donc rendre les tests en 12 heures, mais ça pénalise de facto les zones rurales, notamment quand il y a de la remontée avec la distance. Donc, je pense que l'intention de l'arrêté est bonne, c'est-à-dire c'est la célérité de retour du test, pour des raisons de public. Mais en revanche, l'arrêté, en fait, à mon avis, est passé au travers de la question de la remontée des tests, notamment quand ils sont dans les zones rurales. Et puis nous, il y a le directeur de public Labo qui est là. Nous, en plus, on remonte les tests jusqu'à Montauban. Donc, on va mettre, avec monsieur Splitté, le directeur du GIP, on va mettre des moyens sur nos propres comptes, logistiques supplémentaires. Mais entre guillemets, je pense que l'arrêté n'a pas vu la distorsion qu'elle provoquait, notamment en zone rurale lointaine. Voilà, donc c'est pas. Je pense même de l'ARS, mais je pense qu'il faut faire remonter cette on a le directeur de Public Labo qui veut dire un mot peut-être par rapport à ça. Oui, merci, Président. Oui, tout à fait. Nous, avec Synlab Gascogne, on essaye de pouvoir imaginer des moyens pour arriver à réduire encore nos délais de rendu. Jusqu'à présent, nos délais de rendu globalement sur le CIDEP étaient très proches des 24 heures. Et c'est vrai que là, le premier échelon de dégradation du coût de remboursement serait mis à 12 heures.
Et en fait, ces 12 heures, avec la logistique qu'on se doit de mettre en œuvre pour aller au plus près des citoyens pour leur permettre de se tester, nous mange déjà un peu de ce délai-là. Ce qui fait qu'on est quand même très embêté dans l'application technique pour arriver à respecter ces délais-là. On est en train de réfléchir aux moyens optimaux, mais les conditions logistiques nous demanderont forcément de dépasser ces 12 heures. Sans parler de l'organisation technique des laboratoires qui peut amener à du travail en décalage, du travail de nuit, suite à une période de 6 mois où on était déjà qui étaient déjà organisés au plus près. Merci Emmanuel Esposito pour ces remarques. Il fait même partie du CDAV, mais il nous accompagne. Je salue au passage d'ailleurs les journalistes des différents médias du Gers qui nous accompagnent au CDAV, qui relatent nos travaux et qui font bien les choses vis-à-vis des citoyens, c'est très important. Mais Enzo Rousseau, qui est là, voulait poser la question de savoir si, de la même manière qu'il y a un bus test, il y aura un bus vaccin. Je ne sais pas encore répondre à ça parce que autant sur un bus test, on est dans le prélèvement de quelque chose pour faire un examen. Là, dans le vaccin, on est quand même dans un acte médical quand même assez particulier. Et évidemment, c'est sous la tutelle de l'ARS et de l'ensemble des professions de santé que si nous pouvons faire quelque chose qui améliore et qui, par exemple, permet que sur ces histoires de délai, nous ayons des solutions, nous le ferons, mais nous le ferons pas pour le faire. Nous le ferons si c'est utile et validé, bien sûr, par l'ARS. Bien. Mesdames et messieurs, monsieur le député, merci infiniment d'avoir consacré cette matinée à notre CDAV. Le prochain, la semaine prochaine, je vous le dis d'ores et déjà, on le consacrera aux conséquences sociales de la crise. J'ai demandé à plusieurs intervenants, dont la députée Gisèle Desmouret, qui est, vous savez, toujours très portée sur ces questions sociales, de faire un tour d'horizon sur les conséquences de la crise au niveau social. Et on continuera de le faire. En tout cas, merci à vous. Continuez d'être prudents. Et puis, à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup.